Ma femme a demandé le divorce, après 14 ans de mariage. Tu paieras une pension alimentaire pour les 2 enfants, et ce, pour toujours. J'ai souri, et j'ai sorti mon téléphone. Votre honneur, avant de signer, j'aimerais présenter une preuve. J'ai lancé la vidéo. La juge l'a regardée, puis elle a prononcé 3 mots, des mots qui l'ont complètement ruiné. Mais, pour comprendre le poids de ces 3 mots, vous devez savoir comment j'en suis arrivé là. Vous devez savoir ce que contient cette vidéo. Et alors que Laetitia, en ce moment précis, a l'air de s'évanouir sur sa chaise, laissez-moi vous situer. Nous sommes au tribunal des affaires familiales, salle 3. Il est 10 heures du matin, et il fait chaud. Laetitia porte une robe grise, un vêtement que je ne lui ai jamais vu auparavant. 14 ans passés ensemble, et aujourd'hui, elle a décidé de porter quelque chose de nouveau, juste pour m'enterrer. Son avocat, Fernando, affiche un sourire de requin, ce sourire typique de celui qui sait qu'il va gagner. Il tient les documents de divorce entre ses mains. Des papiers, encore des papiers. 12 000 € par mois de pension alimentaire, jusqu'à ce que les jumeaux aient 25 ans. Cela représente 300 000 € au total, sans compter les frais de scolarité, les frais médicaux, et tout ce qu'elle pourra encore inventer. Fernando fait glisser les papiers vers moi. Signez ici, ici, et ici, dit-il, son doigt tapotant chaque ligne comme un marteau. Laetitia me regarde de l'autre côté de la table. Ses yeux, que j'ai tant aimés autrefois, ne dégagent plus aujourd'hui que du mépris. Un mépris glacial. Chaque centime, Ézéchiel, dit-elle d'une voix sourde. Tu vas payer chaque foutu centime, jusqu'à ma mort. La juge Annès examine quelque chose sur son ordinateur, sans même nous regarder. Elle a l'habitude de tout cela. Les divorces, les cris, les larmes, et l'argent, toujours l'argent. Je prends le stylo, je le tiens fermement. Le sourire de Fernando s'élargit. Laetitia prend une grande inspiration, l'air victorieux. Elle pense avoir gagné. Elle pense que ces 14 années passées à planifier tout ceci ont enfin porté leurs fruits. C'est alors que, lentement, je repose le stylo sur la table, et je sors mon téléphone. Le visage de Fernando change en une fraction de seconde. Laetitia se raidit. Votre honneur, dis-je d'une voix calme, avant de signer, je dois présenter une pièce à conviction cruciale. La juge Annès lève les yeux, me regardant avec lassitude. Une preuve? À ce stade? Cela concerne la pension alimentaire, votre honneur. Et cela change tout. Fernando bondit de sa chaise. Votre honneur, c'est totalement irrégulier. Il n'y a eu aucune notification préalable, il n'y a eu aucune. Asseyez-vous, ordonne la juge, la voix impassible. Fernando se rassied. Laetitia ne me quitte pas des yeux. Pour la première fois depuis des mois, je lis enfin quelque chose sur son visage. Ce n'est pas de la colère, c'est de la peur. Vous avez 30 secondes, monsieur, dit la juge Annès. Expliquez-moi ce qui est si important. Je tourne mon téléphone vers elle, le doigt posé sur le bouton de lecture. Je lance un dernier regard à Laetitia. Elle est livide. Elle sait ce qui s'en vient, ou du moins, elle pense le savoir. Mais elle ne sait pas tout. Personne ne sait tout. J'appuie sur lecture, et ce qui apparaît sur cet écran rend le silence de la pièce si lourd, qu'il en devient difficile de respirer. C'est une vidéo. La qualité est bonne, professionnelle. On y voit une pièce blanche, aseptisée. Il y a une femme en blouse de laboratoire, tenant un épais dossier beige entre ses mains. Et face à elle se trouve Laetitia, ma femme. Mais pas la Laetitia d'aujourd'hui. C'est la Laetitia d'il y a 14 ans, plus jeune, plus mince, avec les cheveux longs qu'elle portait à l'époque. Elle est assise sur une chaise d'hôpital en plastique. La date, dans le coin inférieur de la vidéo, indique le 18 mars 2011. Il y a 14 ans, soit 2 mois après la naissance des jumeaux. La femme médecin prend la parole, la voix claire, Madame Laetitia, les résultats du test de paternité sont concluants. Dans la vidéo, Laetitia porte les mains à son visage. Êtes-vous absolument sûr? Le médecin hoche la tête. Oui. Ézéchiel n'est pas le père biologique des jumeaux. Je mets la vidéo en pause. Le silence dans la salle est absolu. La juge Annès garde les yeux rivés sur l'écran. Fernando est tétanisé. Laetitia ne bouge plus, elle ne respire plus.
Elle est figée sur sa chaise, comme une statue. Continuez, dit la juge, d'une voix désormais différente. Dur. Je relance la vidéo. À l'écran, Laetitia pleure. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de frustration. Personne ne doit jamais le savoir, dit-elle. Ézéchiel est en train de monter son entreprise. Il travaille comme une bête, jour et nuit. S'il découvre que les jumeaux ne sont pas de lui. Le médecin l'interrompt, ces documents resteront sous votre garde, mais vous devez comprendre les implications légales. Il ne les verra pas, réplique Laetitia. Sa voix a changé. Elle ne pleure plus. Désormais, elle est froide, calculatrice. Parce qu'il ne le saura jamais. Je vais attendre. Je vais attendre que son entreprise vaille des millions, et ensuite, je demanderai le divorce. Je lui prendrai tout ce que je peux. Une pension à vie, la maison, tout. Le médecin semble mal à l'aise. Madame, c'est parfait, la coupe Laetitia. Il aura ses enfants, ou du moins, il le croira. Moi, j'aurai ma sécurité financière. C'est un échange équitable. Elle essuie ses larmes, puis elle sourit. Ce sourire que je connais si bien. Au moment où il le découvrira, s'il le découvre un jour, il sera trop tard. La loi est de mon côté. Les jumeaux portent son nom de famille. Légalement, ils sont à lui, et il paiera pour eux, que cela lui plaise ou non. J'arrête la vidéo. La salle est plongée dans le silence. Je n'entends que le bourdonnement de la climatisation, rien d'autre. Je regarde Laetitia. Elle a les mains posées sur la table, et elle tremble. Fernando essaie de parler, mais la voix lui manque. La juge Annès ferme les yeux. Elle compte jusqu'à 5. Lorsqu'elle les rouvre, son expression pourrait fendre l'acier. Y a-t-il autre chose, demande-t-elle, dans un murmure. Beaucoup plus, votre honneur, je réponds. Mais d'abord, je dois vous montrer ceci. Je sors une enveloppe de ma mallette, et je la pose sur la table. La juge l'ouvre. À l'intérieur, il y a des documents, des tests ADN provenant de 3 laboratoires différents, tous certifiés. Ils disent tous la même chose. Probabilité de paternité, 0%. Les jumeaux ne sont pas mes enfants biologiques. La juge lit en silence, tourne une page, puis une autre. Sa mâchoire se crispe un peu plus à chaque ligne. Fernando retrouve enfin sa voix. Votre honneur, sans une chaîne de traçabilité adéquate, cette vidéo pourrait être fabriquée, montée. J'ai l'original, je l'interromps, sous 3 formats différents, avec les métadonnées complètes. Et le médecin qui apparaît dans la vidéo est prêt à témoigner. Je regarde Laetitia. J'ai aussi les documents originaux qu'elle a gardés pendant 14 ans. Je les ai trouvés il y a 3 mois, cachés dans un coffre-fort qu'elle pensait que je ne découvrirais jamais. Laetitia prend enfin la parole. Sa voix est brisée, désespérée. Ézéchiel, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'interromps, ma voix ne tremble pas. Je devrais hurler, je devrais être anéanti, mais je ne le suis pas. Cela fait 3 mois que j'ai tout découvert. 3 mois à dormir 2 heures par nuit. 3 mois à regarder les jumeaux en ayant l'impression qu'on m'arrache le cœur. 3 mois à me préparer pour ce moment précis. Votre honneur, intervient Fernando, essayant de reprendre le contrôle, ma cliente mérite aussi une chance de s'expliquer. Votre cliente, le couple la juge, a commis une fraude. Une fraude à la paternité, pendant 14 ans. Fernando s'enfonce dans son siège. Laetitia me regarde avec des yeux implorants. Les jumeaux, commence-t-elle. Les jumeaux, je l'interromps, méritent de connaître la vérité. Et ils la connaîtront, mais pas aujourd'hui. Tout le monde me regarde. Quoi, demande Laetitia. Je souris, mais ce n'est pas un sourire de joie. Aujourd'hui, j'ai juste besoin que tu comprennes quelque chose, Laetitia, dis-je, en la fixant du regard. J'ai besoin que tout le monde, dans cette pièce, comprenne qui je suis. Qui j'étais il y a 14 ans, quand tu as planifié tout ça. La juge Annès hoche lentement la tête. Procédez, monsieur Ézéchiel. Je m'adosse à ma chaise. Les souvenirs affluent comme des vagues. Il y a 14 ans, je n'avais rien. Je travaillais dans une quincaillerie, je gagnais 1200 € par mois. Nous vivions dans un appartement de 2 chambres, qui nous coûtait 800 € par mois.
Laetitia était enceinte de jumeaux. J'étais terrifié. Terrifié à l'idée de ne pas pouvoir leur offrir ce qu'ils méritaient. Laetitia ferme les yeux, elle sait ce qui s'en vient. Quand les jumeaux sont nés, quelque chose a changé en moi. Je les ai regardés, dans cette chambre d'hôpital, et j'ai juré qu'ils auraient tout. Tout ce que je n'avais jamais eu. Une éducation, des opportunités, la sécurité. Je me penche en avant. Alors, je me suis mis à travailler. 18 heures par jour. J'ai pris un deuxième emploi, puis un troisième. J'économisais chaque centime. Laetitia se plaignait que je n'étais jamais à la maison, que les jumeaux avaient besoin de moi, qu'elle avait besoin de moi. Je marque une pause, regardant Laetitia. Mais je pensais bien faire, je croyais bâtir un avenir pour ma famille. Fernando se racle la gorge, mal à l'aise. La juge Annès écoute en silence. 6 mois après la naissance des jumeaux, j'ai eu une idée. Une idée d'entreprise, des systèmes de sécurité résidentielle. Rien de sophistiqué au début, juste des caméras de base, des alarmes. De l'installation. Mais j'ai vu une opportunité. Les maisons de notre quartier se faisaient cambrioler chaque semaine, et les gens avaient peur. Laetitia rouvre les yeux, me regardant avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer. J'ai emprunté 1 000 € à mon père. Il venait de vendre sa camionnette, pour m'aider. J'ai acheté du matériel d'occasion, j'ai imprimé des prospectus à la bibliothèque publique, et j'ai fait du porte-à-porte pendant des mois. La juge incline la tête. Et ça a marché? Non, je réponds. Au début, j'ai échoué. Personne ne me connaissait, personne ne me faisait confiance. J'ai dépensé tout l'argent en 3 mois. Mon père n'avait plus sa camionnette, et je n'avais plus d'économie. Laetitia me regardait comme si j'étais un idiot. Je me passe la main sur le visage. Mais ensuite, j'ai décroché ma première cliente. Madame Ramirez, une veuve de 70 ans qui vivait seule. Je lui ai installé un système de base, 2 caméras, une alarme. Je lui ai facturé 200 €, presque rien. Elle a pleuré de gratitude. Elle a dit qu'elle allait enfin pouvoir dormir en paix. Fernando pianote sur la table. Il est nerveux. Il sait que tout cela mène quelque part. Une semaine plus tard, 3 des voisins de Madame Ramirez m'ont appelé. Ils voulaient le même système. Ensuite, c'est passé à 10, puis à 20. En 6 mois, j'avais 50 clients. En 1 an, j'en avais 200. La juge hoche la tête. Impressionnant. Ce n'était pas assez, je continue. Les jumeaux grandissaient. Ils avaient besoin de vêtements, de jouets, de couches. Laetitia voulait une plus grande maison, une meilleure voiture, tout en mieux. Je regarde ma femme. Et je voulais le lui donner. Alors, j'ai travaillé encore plus dur. J'ai embauché 2 employés, puis 5, puis 10. L'entreprise a grandi vite, très vite. Laetitia baisse les yeux. Mais, pendant que je construisais tout ça, pendant que je passais des nuits blanches, pendant que je sacrifiais tout pour ma famille, tu savais déjà. Ma voix se brise à peine. Tu savais déjà que les jumeaux n'étaient pas de moi. Le silence s'abat de nouveau sur la pièce, lourd, suffocant. Et tu as attendu, dis-je. Tu as attendu, telle une araignée, regardant mon entreprise croître, calculant combien tu pourrais me soutirer. Fernando tente d'intervenir. Votre honneur, c'est. Taisez-vous, ordonne la juge. Elle me regarde. Continuez. Je hoche la tête. Il y a 5 ans, l'entreprise a vraiment commencé à décoller. Nous avons obtenu des contrats avec des bâtiments commerciaux, puis avec la municipalité. Nous avons installé des systèmes dans des écoles, des hôpitaux, des banques. Je reprends mon téléphone, je cherche quelque chose, et je le montre à la juge. Aujourd'hui, mon entreprise est évaluée à 3 millions €. J'ai 60 employés, des bureaux dans 4 villes. La juge Annès regarde l'écran, et hoche la tête, impressionnée. Et il y a 3 mois, je poursuis, Laetitia a demandé le divorce. Laetitia se mord la lèvre. C'était étrange. Il n'y a eu aucune dispute, aucune infidélité de ma part. Simplement, un jour, je suis rentré à la maison, et elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus. Qu'elle voulait sa liberté. Que les jumeaux et elle méritaient mieux. Fernando bouge sur sa chaise.
Il sait exactement où cela nous mène. J'étais dévasté. 13 ans ensemble, 2 enfants que j'adorais. Et soudain, tout était fini. Je m'essuie les yeux. Je ne pleure pas, mais le geste est nécessaire. Je lui ai dit que je ferais n'importe quoi. Une thérapie de couple, des consultations, tout ce qu'elle voudrait. Mais Laetitia était claire. Elle voulait le divorce, et elle voulait une pension alimentaire. Une grosse pension. La juge Annès regarde Laetitia avec un dégoût à peine dissimulé. Alors, j'ai engagé un détective privé, je dis, lâchant une véritable bombe. Fernando se fige. Non pas parce que je soupçonnais une infidélité, mais parce que quelque chose clochait. Sa façon d'agir, sa façon de me regarder, comme si elle attendait quelque chose. Comme si tout cela était un plan. Laetitia est maintenant d'une pâleur cadavérique, aussi blanche que le mur derrière elle. Le détective l'a suivie pendant 2 semaines. Il n'a trouvé aucun autre homme, rien de suspect dans sa routine quotidienne. Je fais une pause. Mais, il a trouvé quelque chose de bien plus intéressant. Je sors une autre enveloppe, plus fine celle-là, et je la glisse vers la juge. Il a découvert que Laetitia se rendait à la banque chaque semaine. Toujours la même banque, toujours le même jour. Et elle allait systématiquement dans la salle des coffres. La juge ouvre l'enveloppe. Il y a des photos. Laetitia entrant dans la banque. Laetitia en sortant. Des dates et des heures. J'ai demandé au détective de creuser davantage. Il s'est avéré que Laetitia avait un coffre-fort à son nom, depuis 14 ans. Depuis les 2 mois qui ont suivi la naissance des jumeaux. Fernando tente de s'objecter, mais la juge le fait taire d'un simple regard. J'ai engagé un avocat, un autre avocat, pas Fernando. Et avec une ordonnance du tribunal, nous avons eu accès à ce coffre. Je regarde Laetitia. Veux-tu leur dire ce qu'il y avait à l'intérieur, ou dois-je le faire? Laetitia ne répond pas. Elle a les mains croisées sur ses genoux, et elle tremble. Des documents, dis-je. Le test ADN d'il y a 14 ans, confirmant que je n'étais pas le père. Des vidéos de ses consultations avec le médecin. Des enregistrements audio où elle planifiait tout ça. La juge serre la mâchoire. Des enregistrements? Laetitia est méticuleuse, j'explique. Elle a conservé des preuves de tout. Je crois qu'elle pensait en avoir besoin un jour, pour se protéger légalement, si jamais je découvrais la vérité. Pour prouver qu'elle a toujours su, et qu'elle avait ses raisons. Je hausse les épaules. Je ne sais pas exactement pourquoi elle a tout gardé, mais elle l'a fait, et maintenant, c'est moi qui ai tout ça. Fernando prend enfin la parole, d'une voix faible, Votre Honneur, nous avons besoin de temps pour examiner. Il n'y a pas le temps, l'interrompt la juge. Elle me regarde. Y a-t-il autre chose? Je hoche lentement la tête. Oui, Votre Honneur. Il y a quelque chose qui rend tout ça, encore bien pire. Laetitia me regarde avec une terreur absolue. Elle sait ce que je vais dire. Parce que voyez-vous, Votre Honneur, moi, je ne sais toujours pas qui est le père biologique des jumeaux. Mais Laetitia, elle, le sait. Et pendant ces 3 mois, j'ai mené mon enquête. Je reprends mon téléphone, et je cherche à nouveau. Et je crois que je l'ai enfin trouvé. Le visage de Laetitia s'effondre totalement. Fernando la regarde, confus. Il ignore cette partie, elle ne lui en a jamais parlé. La juge Annès se penche en avant. Qui est le père biologique? Je glisse mon doigt sur l'écran. Je cherche une photographie, je la trouve, et je la montre à la juge. C'est une vieille photo décolorée, d'il y a 15 ans. On m'y voit, plus jeune, souriant, et à côté de moi, il y a un homme grand, les cheveux bruns, avec un sourire identique au mien. C'est mon frère, dis-je, d'une voix qui sonne creux. Francisco. La juge regarde la photo, puis moi, puis Laetitia. Fernando est paralysé. Laetitia a les mains plaquées sur la bouche, et elle pleure. Mais ce ne sont pas des larmes de regret. Ce sont les larmes d'une personne prise au piège. Francisco est mort il y a 13 ans, je poursuis. Un accident de moto. C'était 6 mois après la naissance des jumeaux. Le silence dans la salle est total. Francisco et moi étions très proches. Des jumeaux, nous aussi. Identiques. Les gens n'arrivaient pas à nous différencier, même nos femmes se trompaient parfois. Je fais une pause,
et je prends une grande inspiration. Francisco était chez moi le jour où Laetitia est tombée enceinte. Je faisais des heures supplémentaires à la quincaillerie, et il était passé déposer des outils qu'il m'avait prêtés. Laetitia sanglote. La juge lui tend une boîte de mouchoirs, non pas par compassion, mais par obligation. Pendant des années, j'ai cru que c'était une coïncidence si les jumeaux ressemblaient tant à Francisco. Après tout, lui et moi étions identiques. C'était la génétique familiale. Je m'éclaircis la gorge. Mais quand j'ai vu les résultats ADN il y a 3 mois, quelque chose a fait un déclic dans ma tête. J'ai commencé à me rappeler des choses, de petits détails. Fernando trouve enfin ces mots. Votre honneur, ce ne sont que des spéculations. Non, je l'interromps. Je sors un autre document. J'ai engagé un laboratoire spécialisé. Ils ont fait une analyse génétique, en comparant l'ADN des jumeaux avec des échantillons de Francisco que j'avais récupérés. Des mèches de cheveux que sa femme, Elena, avait gardées, une brosse à dents, des vêtements. La juge prend le document, et le lit en silence. Ses yeux s'écarquillent. La correspondance est de 99,9%, dis-je. Francisco était le père biologique de mes enfants. Laetitia pousse un cri. Ce n'est pas un cri articulé, c'est un cri animal, de douleur, de rage, d'avoir été démasqué. Fernando tente de la calmer, mais elle le repousse. Vous ne comprenez rien, hurle-t-elle à personne en particulier. Personne ne comprend rien. La juge Annès frappe de son maillet. De l'ordre. Le silence dans la cour. Laetitia s'effondre sur sa chaise, respirant par petits coups saccadés. Madame Laetitia, dit la juge, d'une voix dure comme le roc, confirmez-vous ou niez-vous que Francisco était le père biologique? Laetitia ne répond pas. Elle se cache le visage dans les mains. Répondez, ordonne la juge. Oui, murmure Laetitia, à peine audible. Oui, Francisco était le père. Fernando ferme les yeux, il sait que l'affaire est perdue. La juge note quelque chose. Et vous saviez cela depuis le début? Oui, répond Laetitia, la voix telle un fil. Ézéchiel le savait-il? Non. Francisco le savait-il? Laetitia hésite. 7 secondes de doute en dit long. Oui, finit-elle par admettre. Il le savait. Et voilà. Toute la vérité. Nue, brutale. Mon frère jumeau, l'homme qui était mon autre moitié, a eu un enfant avec ma femme. Et tous deux me l'ont caché. La juge Annès me regarde. Il y a quelque chose dans ses yeux. Ce n'est pas de la pitié, c'est du respect. Parce que je suis assis là, calme, entier, alors que je devrais être en morceaux. Monsieur Ézéchiel, dit la juge, je dois vous poser quelques questions. Je hoche la tête. Quand avez-vous découvert que Francisco était le père? Il y a 2 mois et demi. Il m'a fallu 3 semaines, après avoir vu les premiers résultats ADN, pour rassembler les échantillons de Francisco et faire l'analyse comparative. Les jumeaux sont-ils au courant? Non, votre honneur. Ils ne savent rien. Comptez-vous leur dire? Je marque une pause. C'est la question qui m'empêche de dormir depuis 60 nuits. Je ne sais pas encore, votre honneur. Ce sont des garçons de 13 ans. Ils pensent que je suis leur père. Ils pensent que mon frère décédé était leur oncle. Je ne sais pas si leur dire la vérité les aiderait, ou les détruirait. La juge hoche la tête, elle comprend. Et qu'attendez-vous de cette procédure judiciaire? Nous y voilà, la question à 1 million d'euros. Fernando se redresse sur sa chaise. Laetitia me regarde, les yeux rougis. Je veux plusieurs choses, votre honneur, dis-je. Premièrement, je veux qu'il soit légalement établi que je ne suis pas le père biologique des jumeaux, que j'ai été trompé pendant 14 ans, et que mon nom a été inscrit sur ces actes de naissance de manière frauduleuse. La juge prend des notes. Deuxièmement, je veux que toute obligation légale d'entretien que je pourrais avoir envers ces mineurs soit annulée. Non pas comme une punition à leur égard, mais comme une reconnaissance de la réalité. Fernando se lève d'un bond. Votre honneur, ces enfants n'y sont pour rien. Ils ne peuvent pas être laissés dans le dénuement à cause des actes de leur mère. Je n'ai pas terminé, dis-je d'une voix ferme. Fernando se tait. Troisièmement, je continue. Je veux créer un fonds en fiducie pour les jumeaux. 500 000 euros,
auxquels ils n'auront accès qu'à l'âge de 25 ans, pour leurs études, pour leur avenir, pour tout ce dont ils auront besoin. Tout le monde me regarde, surpris. La juge penche la tête. Un fonds en fiducie? Oui, votre honneur. Parce que, malgré tout, ces enfants ont grandi en m'appelant papa. J'ai pris soin d'eux quand ils étaient malades. Je les ai accompagnés pour leur premier jour d'école. Je leur ai appris à faire du vélo. Je ne partage peut-être pas leur sang, mais je partage leur vie. Ma voix se fendit à peine. Et je ne vais pas les punir pour ce que leur mère et mon frère ont fait. Laetitia pleure, désormais de façon incontrôlable. Fernando semble ne plus savoir quoi dire. La juge Annès me regarde longuement. Vous êtes un homme rare, monsieur Ézéchiel. Je hausse les épaules. Je suis un homme fatigué, votre honneur. Fatigué des mensonges, fatigué des trahisons. Mais je ne suis pas prêt à détruire 2 enfants innocents à cause de mes propres émotions. Autre chose, demande la juge. Oui, dis-je. Je veux la garde partagée. Le silence qui suit est absolu. Fernando se lève. Votre honneur, c'est ridicule. Cet homme vient d'établir qu'il n'est pas le père biologique, et maintenant, il demande la garde. Je veux que les jumeaux puissent choisir, j'explique. Quand ils seront assez grands pour comprendre tout ça, quand nous leur dirons la vérité, je veux qu'ils décident s'ils souhaitent, ou non, maintenir une relation avec moi. Mais d'ici là, je veux continuer à faire partie de leur vie, s'ils me le permettent. La juge hoche lentement la tête. Je comprends. Elle regarde Laetitia. Madame Laetitia, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Laetitia lève les yeux. Ses paupières sont gonflées, détruites. J'aimais Francisco, murmure-t-elle. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Ézéchiel travaillait tout le temps. Francisco est passé ce jour-là, nous avons parlé, nous avons bu du vin, et c'est arrivé. Une seule fois, demande la juge. Laetitia secoue la tête. 3 fois, en l'espace de 2 mois. La trahison est encore plus profonde. Et quand vous avez su que vous étiez enceinte? Je l'ai d'abord dit à Francisco. Il a paniqué. Il a dit qu'on ne pouvait pas le dire à Ézéchiel, que ça le détruirait, que ça détruirait la famille. Il m'a supplié de garder le secret. Et vous avez accepté? Oui, parce que Francisco avait raison. Ézéchiel nous adorait tous les deux. Savoir que son frère et sa femme l'avaient trahi, il n'aurait pas pu le supporter. Je me mords la langue, je ne dis rien. La laisser parler est la meilleure chose à faire. Après l'accident de Francisco, continue Laetitia, j'ai pensé à dire la vérité à Ézéchiel. Mais 6 mois s'étaient déjà écoulés, les jumeaux grandissaient, et Ézéchiel était si heureux avec eux. Elle fait une pause. Alors, j'ai décidé de le cacher pour toujours. Alors, pourquoi demander le divorce maintenant, demande la juge. Pourquoi ne pas continuer avec ce mensonge? Laetitia me regarde. Parce que je n'en pouvais plus. Chaque fois qu'Ézéchiel regardait les jumeaux et disait à quel point il ressemblait à Francisco, je mourais de l'intérieur. Chaque fois qu'il disait à quel point son frère lui manquait, je sentais la culpabilité me ronger. Les larmes coulent sur ses joues. J'ai pensé que si je divorçais, si je m'éloignais, la douleur disparaîtrait. Et j'ai aussi pensé. Elle s'arrête. Vous avez pensé, insiste la juge. J'ai pensé que je méritais quelque chose, avoue Laetitia. Pour avoir gardé le secret toutes ces années, pour l'avoir protégé de la vérité. J'ai pensé que je méritais une sécurité financière. Et voilà. Toute la vérité, tordue et implacable. La juge Annès ferme son carnet, regarde Laetitia, puis me regarde. Je vais prendre une suspension d'audience de 20 minutes, annonce-t-elle. À mon retour, je rendrai mon verdict. Elle se lève. Nous nous levons tous. Elle quitte la salle. Laetitia sort en courant de la pièce, je l'entends sangloter dans le couloir. Fernando la suit, essayant de la calmer. Je reste assis, je ne bouge pas. Mon avocat, qui est resté silencieux tout ce temps, me touche l'épaule. Vous avez bien fait, dit-il. Je ne réponds pas. Je ne sais pas si j'ai bien fait quoi que ce soit. Je sais juste que la vérité a éclaté. Après 14 ans à vivre dans le mensonge, la vérité a enfin été mise en lumière.
Et ça fait plus mal que je ne l'imaginais. Je me lève, et je marche jusqu'à la fenêtre de la salle d'audience. Il pleut dehors, de grosses gouttes frappent la vitre. Je pense aux jumeaux. En ce moment, ils sont à l'école, probablement en cours de mathématiques, leur matière préférée. Ils ne savent pas que leur monde est sur le point de basculer à jamais. Ils ne savent pas que tout ce qu'ils croyaient sur leur famille n'est qu'un mensonge. La porte s'ouvre. C'est Rohan, mon meilleur ami, mon associé dans l'entreprise. Il entre avec 2 cafés, et m'en tend un. « Comment tu te sens ?» demande-t-il. « Vide » ai-je répondu. Et c'est la vérité. Je ne ressens ni colère, ni tristesse. Juste un vide immense. Les jumeaux ne savent toujours rien. Rohan hoche la tête, et s'assoit sur l'une des chaises. « Tu vas leur dire ?» C'est toujours cette même question. Je ne sais pas, Rohan. Que ferais-tu à ma place? Rohan réfléchit un instant. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. C'est une décision impossible. Si tu leur dis, tu les détruis. Si tu ne leur dis pas, tu vis dans le mensonge pour toujours. Exactement, je dis. Il n'y a pas de bonne option. Et Laetitia, que va-t-il lui arriver? Je hausse les épaules. Ça dépend de la juge. Mais légalement, elle a commis une fraude. Une fraude à la paternité. C'est un crime dans cet état. Rohan siffle doucement. Elle pourrait aller en prison. Elle pourrait, mais je ne pense pas qu'elle ira. Elle a de bons avocats, ils trouveront probablement un accord. Je prends une gorgée de café. Il est amer, comme tout en ce moment. Tu sais quelle est la partie la plus tordue, je demande. Laquelle? Qu'une part de moi l'aime encore. Après tout ça, après la trahison, après les mensonges, une part de moi se souvient encore de la femme que j'ai connue il y a 17 ans. Celle qui me faisait rire, celle avec qui je rêvais de vieillir. Rohan ne dit rien, il écoute. Et une part de moi déteste Francisco, mon frère, l'homme qui était mon meilleur ami, mon jumeau. Comment a-t-il pu me faire ça? La porte s'ouvre à nouveau. C'est Fernando. Il a l'air terrible. Des cernes profonds, la cravate desserrée. Ézéchiel, dit-il, je dois vous parler. Rohan me regarde. Je lui fais signe que c'est bon. Il quitte la pièce, nous laissant seuls. Fernando s'assoit, et soupire. Laetitia veut vous parler. Non. Ma réponse est immédiate. Ézéchiel, s'il vous plaît. Non, Fernando. Il n'y a rien qu'elle puisse me dire qui changera quoi que ce soit. La vérité a éclaté, le mal est fait. Fernando se frotte le visage. Elle est dévastée. Tant mieux, dis-je sans émotion. Elle devrait l'être. Les jumeaux. Commence Fernando. Les jumeaux iront bien, je l'interromps. Parce que je vais m'en assurer. Avec, ou sans Laetitia. Fernando hoche la tête. Il se lève pour partir. Arrivé à la porte, il s'arrête. Juste pour que vous sachiez, dit-il. Je ne savais rien de tout ça. Laetitia m'a engagé il y a 1 mois. Elle m'a dit que c'était un divorce classique, problèmes conjugaux, différends irréconciliables. Elle n'a jamais rien mentionné sur une paternité frauduleuse, ni sur votre frère. Je sais, je dis. Je ne vous blâme pas, Fernando. Vous ne faisiez que votre travail. Il sort, et je me retrouve seul à nouveau. Je prends mon téléphone, je regarde les photos. Il y en a des centaines des jumeaux, depuis qu'ils sont bébés jusqu'à aujourd'hui. Leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs anniversaires, les Noëls, les vacances. Chaque moment important de leur vie, j'étais là pour chacun d'entre eux. Pas Francisco. Moi. Je m'arrête sur une photo précise. Elle date d'il y a 2 ans, nous sommes à la plage. Les jumeaux construisent un château de sable, je suis agenouillé à côté d'eux pour les aider. Ils sourient, je souris. Nous avons l'air d'une famille heureuse. Mais c'était un mensonge. Tout cela était un mensonge. Je range mon téléphone, je ne peux plus regarder. La porte s'ouvre, la juge Annès entre. Nous nous levons tous. Elle s'assoit, et ouvre son carnet. J'ai pris ma décision, annonce-t-elle. Le silence se fait, absolu. Laetitia est de retour, assise, les yeux rouges et gonflés.
Fernando est à côté d'elle, mon avocat à côté de moi. C'est l'une des affaires les plus complexes que j'ai eu à traiter en 20 ans de carrière, commence la juge Annès. Elle implique trahison, tromperie, fraude, mais elle implique aussi deux mineurs innocents, qui ne sont en rien responsables des actes des adultes dans leur vie. Elle fait une pause, regardant ses notes. Premièrement, concernant la paternité légale. Sur la base des preuves présentées, j'établis que M. Ézéchiel n'est pas le père biologique des mineurs. Son nom a été inscrit sur les actes de naissance dans des circonstances frauduleuses. Cependant, elle lève les yeux. La paternité n'est pas seulement biologique, elle est aussi émotionnelle, pratique. M. Ézéchiel a élevé ses enfants pendant 13 ans. Il est le seul père qu'ils connaissent. Par conséquent, je maintiens sa paternité légale, jusqu'à ce que les mineurs soient en âge de décider par eux-mêmes. Laetitia soupire de soulagement, Fernando hoche la tête. Deuxièmement, concernant la pension alimentaire. En temps normal, le père légal a l'obligation de subvenir aux besoins des mineurs. Cependant, compte tenu des circonstances extraordinaires de cette affaire, je libère M. Ézéchiel de toute obligation légale de pension alimentaire. Laetitia devient livide. Cela dit, poursuit la juge, je prends acte de la proposition de M. Ézéchiel de créer un fonds en fiducie de 500 000 € pour les mineurs. C'est une preuve de caractère exceptionnel. J'approuve cette mesure, et j'ordonne qu'elle soit mise en place dans un délai de 30 jours. Fernando prend des notes à toute vitesse. Troisièmement, concernant la garde. J'accorde la garde physique principale à Madame Laetitia. Toutefois, j'accorde à M. Ézéchiel des droits de visite élargis. Les mineurs passeront un week-end sur 2 avec lui, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Laetitia ouvre la bouche pour protester, mais la juge l'arrête d'un regard. Quatrièmement, et c'est crucial, j'ordonne que Madame Laetitia et M. Ézéchiel suivent une thérapie familiale conjointe pendant au moins 6 mois. Les mineurs devront également suivre une thérapie individuelle. Lorsque le thérapeute le jugera approprié. Ils seront informés de la vérité sur leur paternité, de manière graduelle et sous supervision professionnelle. La juge ferme son carnet. Cinquièmement, et pour finir. Madame Laetitia, vous avez commis une fraude. Vous avez trompé votre mari pendant 14 ans. Dans des circonstances normales, je transmettrai ce dossier au procureur pour des poursuites pénales. Laetitia pâlit totalement. Cependant, continue la juge, considérant que vous êtes la mère de 2 mineurs, et que des poursuites pénales ne feraient que nuire davantage à ses enfants, je choisis de ne pas le faire. Au lieu de cela, je vous condamne à 200 heures de travaux d'intérêt général. Et à 2 ans de mise à l'épreuve. Laetitia sanglote. Non pas de soulagement, mais de honte. Par ailleurs, ajoute la juge d'une voix sévère, si vous tentez un jour de contacter M. Ézéchiel pour réclamer de l'argent, si vous essayez de manipuler les mineurs contre lui, ou si vous mentez à nouveau sur cette affaire. Je réviserai ma décision concernant les poursuites pénales. C'est compris? Oui, votre honneur, murmure Laetitia. La juge me regarde. Monsieur Ézéchiel, avez-vous quelque chose à ajouter? Je me lève. Juste une chose, votre honneur. Procédez. Je veux qu'il soit consigné au dossier que, malgré tout, je n'ai aucune intention d'éloigner les jumeaux de leur mère. Ils l'aiment. Elle est leur mère. Elle a commis de terribles erreurs, mais elle reste leur mère. Je ne vais pas détruire cette relation. La juge hoche la tête. C'est noté. Elle frappe son maillet. L'affaire est close. Bonne journée. Elle se lève, et quitte la salle. Et juste comme ça, après 14 ans de mensonges, après 3 mois d'enquête, après cette audience brutale, tout est fini. Je reste assis, sans bouger. Laetitia se lève, et s'avance vers moi. Fernando tente de la retenir, mais elle l'ignore. Elle s'arrête devant moi. Nous nous regardons. Il y a tant à dire, tant de choses qui ne pourront jamais être dites. Ézéchiel, commence-t-elle, la voix brisée. Je ne veux rien entendre, Laetitia, je dis en me levant. Rien de ce que tu pourrais dire ne changera ce que tu as fait. Laisse-moi juste t'expliquer. M'expliquer quoi? Je la coupe, la voix montant d'un ton. M'expliquer comment tu as couché avec mon frère? M'expliquer comment tu m'as menti pendant 14 ans?
M'expliquer comment tu as mis mon nom sur ces actes de naissance, en sachant pertinemment que je n'étais pas le père? Elle pleure. C'était une erreur, une terrible erreur. Non, je réponds. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Une erreur, c'est être en retard. Ce que tu as fait, c'est une trahison calculée. Tu as gardé des documents, tu as planifié ce divorce, tu as attendu que mon entreprise vaille des millions. Je t'aimais, dit-elle, désespérée. Tu m'aimais? Mon rire est amer. Si c'est ça l'amour, je préfère la haine. Je m'éloigne, elle m'attrape par le bras. S'il te plaît, Ézéchiel, les jumeaux ont besoin de toi. Je n'ai plus besoin de rien venant de toi, je dis en me dégageant. Tu as déjà ce que tu voulais, ta liberté, ta vie sans mensonge. Maintenant, vis avec les conséquences. Je quitte la salle. Le couloir est désert, mes pas résonnent sur le sol en marbre. Rohan m'attend à la sortie. Tout va bien, demande-t-il. Non, je réponds honnêtement. Mais ça ira, un jour. Nous sortons du bâtiment. La pluie a cessé, le soleil fait son apparition derrière les nuages. C'est ironique. Après la plus grande tempête de ma vie, le soleil décide de pointer le bout de son nez. On va où maintenant, demande Rohan. À l'école, je réponds. J'ai besoin de voir les jumeaux. Rohan hoche la tête, et il conduit. Je regarde par la fenêtre. Les rues sont mouillées, les gens marchent à la hâte. Personne ne sait ce que je viens de traverser, personne ne sait que ma vie a explosé ce matin. Pour eux, c'est juste un jour comme un autre. Nous arrivons à l'école, c'est l'heure du déjeuner. Les enfants sont dans la cour. Je repère les jumeaux immédiatement. Ils jouent au football avec leurs amis, riant, criant, totalement ignorant de tout ce qui se passe. Tu vas leur parler, demande Rohan. Pas aujourd'hui, je dis. Aujourd'hui, j'ai juste besoin de les voir, de m'assurer qu'ils vont bien. Je les observe pendant 20 minutes. Leur façon de courir, leur façon de se bousculer pour jouer, leur façon d'être, tout simplement, des enfants. Et je réalise quelque chose. Peu importe ce que dit l'ADN. Peu importe qui était le père biologique. C'est moi qui ai été là, c'est moi qui les ai regardés grandir. Je suis leur père, dans tous les sens du terme. Prêt, je dis à Rohan. On peut y aller. Il me ramène au bureau. J'entre, et mes employés me regardent avec curiosité. Lasia, ma secrétaire, se lève. Monsieur Ézéchiel, est-ce que tout va bien? Oui, Lasia. Tout va très bien. C'est un mensonge. Rien ne va bien, mais un jour, ça ira. Je rentre dans mon bureau, je ferme la porte, et je m'assois. Je regarde autour de moi. Cet endroit, cette entreprise, je l'ai construite en pensant à eux. À Laetitia, aux jumeaux. Chaque décision que j'ai prise, c'était pour eux. Chaque nuit blanche, chaque sacrifice, tout cela pour une famille qui s'est révélée être une imposture. Mon téléphone sonne. C'est Elena, la veuve de Francisco. Je ne lui ai pas parlé depuis que j'ai découvert la vérité. J'hésite à répondre, mais je finis par le faire. Allô, Elena. Ézéchiel. Sa voix semble fatiguée. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au tribunal. Laetitia m'a appelé. Je ferme les yeux. Et j'ai besoin de te voir. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Mon cœur s'emballe. De quoi s'agit-il? Pas au téléphone. Peux-tu venir chez moi ce soir? Elena, si c'est à propos de Francisco et Laetitia, je sais déjà tout. Tu ne sais pas tout, dit-elle. S'il te plaît, viens. Elle raccroche. Je reste là, à fixer mon téléphone. Que pourrait-il y avoir d'autre? Qu'est-ce qui pourrait encore éclater au grand jour? Le reste de la journée passe comme dans un brouillard. Je signe des papiers sans les lire, j'assiste à des réunions sans écouter. Mon esprit est ailleurs. À 19h, je quitte le bureau, et je roule jusqu'à chez Elena. Elle habite en périphérie de la ville, dans la petite maison qu'elle partageait avec Francisco avant sa mort. Je frappe à la porte, elle ouvre immédiatement. Elle a l'air plus vieille que dans mes souvenirs, la douleur d'avoir perdu Francisco l'a fait vieillir. Merci d'être venu, dit-elle en me laissant entrer.
La maison est la même que la dernière fois où j'y suis venu, il y a 2 ans. Des photos de Francisco partout. On dirait un sanctuaire. Que devais-tu me dire, je demande, en m'asseyant sur le canapé. Elena s'assoit en face de moi, les mains croisées. Elle est nerveuse. Ézéchiel, je savais. Le monde s'arrête. Quoi? Tu savais que Francisco était le père des jumeaux? Il me l'a dit 2 jours avant de mourir. Je sens le sol se dérober sous mes pieds. Tu le savais depuis 13 ans, et tu ne m'as jamais rien dit. Elena se met à pleurer. Francisco m'a fait jurer de ne jamais te le dire. Il a dit que ça te détruirait, que ça ruinerait ta vie. Il m'a supplié de garder le secret. Je me lève, et je marche jusqu'à la fenêtre. Je n'arrive plus à la regarder. Tout le monde savait, je lâche. Laetitia savait. Francisco savait. Tu savais. Et j'étais le seul idiot à n'en avoir aucune idée. Je suis désolé, sanglote Elena. Je suis tellement désolé. Pourquoi me le dire maintenant, je demande. Pourquoi, après 13 ans, décides-tu qu'il est temps d'être honnête? Parce qu'il y a autre chose, dit-elle. Je me retourne. Autre chose? Elena hoche la tête. Elle se lève, va vers une commode, en sort une boîte, et me la porte. Francisco a laissé ça. Il m'a demandé de te la donner, si jamais tu découvrais la vérité. J'ouvre la boîte. À l'intérieur, il y a une lettre, et une enveloppe à mon nom. Je prends la lettre, les mains tremblantes, et je l'ouvre. C'est l'écriture de Francisco. Ézéchiel, si tu lis ceci, c'est que tu connais enfin la vérité. Je ne sais pas comment tu l'as découverte, je ne sais pas combien de temps a passé, mais je sais que tu dois me haïr en ce moment. Et tu as tous les droits. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai trahi ta confiance. J'ai trahi notre lien fraternel. J'ai trahi tout ce que nous représentions l'un pour l'autre. Je n'ai aucune excuse. J'étais ivre, Laetitia était seule. Tu travaillais, comme toujours. Et c'est arrivé. Une fois, puis une autre, et encore une autre. Quand j'ai réalisé ce que nous avions fait. Laetitia était enceinte. Nous avons fait le test de paternité en secret. Quand nous avons su que les jumeaux étaient de moi, j'ai paniqué. J'ai supplié Laetitia de garder le secret. Je lui ai dit que tu ne devais jamais savoir, que ça te tuerait. Elle a accepté. Je crois qu'au fond, elle t'aimait aussi, à sa manière tordue. Elle voulait te protéger de la douleur. Ou peut-être voulait-elle juste se protéger elle-même. Je ne sais pas, mon frère. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Je donnerais n'importe quoi pour ne pas avoir commis cette erreur. Je continue de lire. Mes mains tremblent de plus en plus. Mais les jumeaux existent, et ils sont magnifiques. Ils sont intelligents, ce sont de bons garçons. Et tu es un père extraordinaire pour eux. Un père bien meilleur que je n'aurais jamais pu l'être. Parce que tu as quelque chose que je n'ai jamais eu, de la patience, du dévouement. Et un amour inconditionnel. C'est pour ça que je te demande une chose. Si jamais tu découvres la vérité, n'abandonne pas les jumeaux. Ne les punis pas pour mon erreur. Ils t'aiment. Ils t'appellent papa. Tu es leur héros. Ne leur enlève pas ça. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que je t'ai trahi de la pire manière possible. Mais je t'en supplie. Continue d'être leur père. Parce que la paternité n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Et tu as été présent depuis le jour de leur naissance. Dans l'enveloppe, il y a autre chose. C'est de l'argent. Tout ce que j'ai pu économiser avant de mourir. C'est pour les jumeaux. Pour leurs études, pour leur avenir. Utilise-le comme tu le souhaites. Pardonne-moi, mon frère. Je sais que je ne le mérite pas, mais pardonne-moi. Ton frère, Francisco. Je replie la lettre. Je ne peux plus lire. J'ouvre l'enveloppe, et en effet, il y a un chèque. 50 000 €, daté de 2 jours avant sa mort. Elena me regarde. Il t'aimait, Ézéchiel. Malgré tout, il t'aimait. Les remords le rongeaient. Alors, il a eu la chance de mourir avant d'avoir à vivre avec ça, dis-je, la voix dure.
Elena se recroqueville. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? C'est la vérité. Francisco a choisi la voie de la facilité. Il est mort avant d'affronter les conséquences. C'est moi qui dois vivre avec ça. C'est moi qui dois décider quoi faire maintenant. Je remets la lettre et le chèque dans la boîte. Je me lève. Merci pour ça, Elena. Je suppose. Ézéchiel, dit-elle en m'arrêtant à la porte. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me retourne, et je la regarde. Je vais faire ce que Francisco m'a demandé. Je vais continuer à être le père de ces garçons. Parce que malgré tout, je les aime, et ils ne sont responsables de rien. Je quitte la maison d'Elena. L'air nocturne est froid, il me brûle les poumons. Je conduis sans but pendant 1 heure, juste à rouler, à penser, à assimiler. La lettre de Francisco est sur le siège passager, je n'arrête pas de la regarder. Mon frère, mon jumeau, l'homme avec qui j'ai partagé le ventre de ma mère, l'homme qui a été mon meilleur ami pendant 36 ans. Il m'a trahi de la manière la plus profonde qui soit, puis il est mort, me laissant seul avec sa vérité, pourrissant en secret pendant 13 ans. Je m'arrête à un point de vue. La ville brille en contrebas. Des milliers de lumières, des milliers de vies, chacune avec ses propres secrets, ses propres trahisons, ses propres douleurs. Je sors mon téléphone, et je regarde mes messages. Il y en a un de Laetitia, s'il te plaît, on peut se parler? Les jumeaux te réclament, ils ne comprennent pas pourquoi tu n'es pas rentré à la maison. La maison? Ce mot ne signifie plus rien. Cette maison a cessé d'être mon foyer le jour où j'ai découvert la vérité. Je tape une réponse, dis-leur que je travaille. Je passerai les voir demain. J'envoie le message. Laetitia répond immédiatement, merci, Ézéchiel. Vraiment, je suis désolé. Si je pouvais. Je supprime le message sans le terminer. Je ne veux pas de ces excuses, je n'en ai pas besoin, et je ne les mérite pas. J'appelle Juan. Il répond à la 2e sonnerie. T'es où? Au point de vue, disent-ils. Ça va? Non. Un silence. J'arrive. T'es pas obligé. Je suis déjà en route, dit-il, avant de raccrocher. 20 minutes plus tard, sa voiture se gare à côté de la mienne. Il sort, et s'assoit sur le capot de ma voiture. Je fais de même. Nous restons là, en silence, à regarder la ville. Elena m'a donné une lettre de Francisco, je finis par dire. Il demandait pardon, il me disait de continuer à être le père des jumeaux. Il m'a laissé 50 000 € pour eux. Juan siffle doucement. Même dans la mort, il continue de te compliquer la vie. Je ris. C'est un rire amer, mais c'est déjà ça. Tu sais ce qui est le pire, je demande. Quoi? Qu'une part de moi veut lui pardonner. Je veux haïr Francisco, je veux cracher sur sa tombe. Mais je ne peux pas, parce qu'il me manque. Mon frère me manque. Juan hoche la tête. C'est normal. Normal? Il a couché avec ma femme, et il m'a menti pendant des années. Comment peut-il me manquer? Parce que l'amour ne fonctionne pas avec la logique, dit Juan. Tu peux aimer et détester quelqu'un en même temps. Quelqu'un qui t'a blessé peut te manquer. C'est humain. Nous retombons dans le silence. Une voiture passe, puis une autre. La vie continue. Elle continue toujours. As-tu pensé à la façon dont tu vas l'annoncer aux jumeaux, demande Juan. Je n'y arrête pas. C'est la seule chose à laquelle je pense, et je ne sais pas. Le thérapeute dit que nous devons attendre le bon moment, qu'ils doivent être préparés émotionnellement. Quand est-ce que ce sera? Peut-être jamais, j'avoue. Peut-être qu'il n'y a jamais de bon moment pour dire à 2 garçons de 13 ans que leur père n'est pas leur père, et que leur oncle décédé était en fait leur vrai père. Juan se frotte le visage. C'est une situation impossible. Je sais. Je sors la lettre de Francisco, et je la relis. Chaque mot fait mal, chaque ligne est un poignard. Il dit que les jumeaux m'aiment. Que je suis leur héros. Tu le es, affirme Juan. Comment puis-je être leur héros, alors que toute leur vie est un mensonge? Ce n'est pas un mensonge, argumente Juan. Tu les as élevés. Tu les as nourris. Tu as pris soin d'eux quand ils étaient malades. Tu les as emmenés à l'école. Ça, c'est réel.
Ce n'est pas un mensonge. J'ai envie de le croire. Je veux croire que tout ça compte plus que la biologie. Mais c'est dur. Mon téléphone sonne. C'est un numéro inconnu, je réponds. Ézéchiel? C'est une voix de femme, je ne la reconnais pas, oui. Qui est à l'appareil? Je suis le docteur Ramirez, la thérapeute des jumeaux. Mon cœur s'emballe. Il s'est passé quelque chose? Non, non, les jumeaux vont bien. Mais je dois vous parler de quelque chose qui est ressorti lors de notre séance aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous venir à mon cabinet demain? Je préfère en parler de vive voix. Dites-le-moi maintenant, j'insiste. S'il vous plaît. Elle soupire. Très bien. L'un des jumeaux, je ne peux pas vous dire lequel pour des raisons de confidentialité, m'a demandé si vous étiez vraiment son père. Le monde s'arrête à nouveau. Quoi? Il a dit qu'il avait entendu Laetitia pleurer la nuit dernière. Qu'il l'avait entendu dire quelque chose à propos de tests de paternité et de secrets. Je ferme les yeux. Laetitia, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai répondu qu'il devait vous en parler, qu'il y a des conversations que seuls les parents peuvent avoir avec leurs enfants. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il avait peur de la réponse. J'ai l'impression de me noyer. Rohan me regarde avec inquiétude. Docteur, je ne peux pas. Je ne suis pas prêt à avoir cette conversation. Je sais, Ézéchiel. Et je respecte cela. Mais les enfants sont plus perspicaces qu'on ne le pense. S'il impose déjà des questions, ce n'est qu'une question de temps avant que l'autre ne le fasse aussi. Que me recommandez-vous? De venir demain. Nous pourrons préparer un plan, une façon d'aborder le sujet qui soit la moins traumatisante possible pour eux. Je hoche la tête, même si elle ne peut pas me voir. D'accord. À quelle heure? À 16 heures. Cela vous convient-il? Oui, j'y serai. Je raccroche. Rohan me regarde. Que s'est-il passé? Je lui raconte. Son expression devient grave. Le temps presse. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix, je dis. Je dois leur dire la vérité, avant qu'ils ne la découvrent par eux-mêmes d'une manière bien pire. Rohan hoche la tête. Tu veux que je vienne avec toi demain? Oui, s'il te plaît. J'y compte. Nous restons au point de vue jusqu'à minuit, à discuter, parfois en silence, pour assimiler. Finalement, Rohan part. Je conduis jusqu'à mon nouvel appartement, un petit endroit que j'ai loué après le divorce. Il est presque vide, juste l'essentiel. J'entre, j'allume la lumière, et le silence est assourdissant. Avant, il y avait toujours du bruit. Les jumeaux qui jouaient, Laetitia qui cuisinait, la télévision allumée. De la vie. Maintenant, il n'y a plus que le silence. Je m'assois sur le canapé, et je ressors la lettre de Francisco. Je la relis pour la 3e fois. Continue d'être leur père, car la paternité n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Ces mots résonnent. Francisco avait raison sur ce point, au moins. La paternité, c'est plus que de l'ADN. C'est changer des couches à 3 heures du matin. C'est rester éveillé quand ils ont de la fièvre. C'est leur apprendre à faire du vélo. C'est être là à chaque match de foot, à chaque pièce de théâtre de l'école, à chaque moment important. Et moi, j'étais là. Pour chacun d'entre eux. À cet instant précis, je prends une décision. Peu importe ce que dit l'ADN, peu importe ce que Laetitia et Francisco ont fait, ces garçons sont à moi. Je vais les protéger, je vais prendre soin d'eux, et je vais les aimer. Parce que c'est ce que font les vrais pères. Je m'endors avec cette détermination. Pour la première fois depuis 3 mois, je dors plus de 2 heures. Pas très bien, mais c'est déjà ça. Le lendemain matin, je me lève tôt. Je prends une douche, je me rase, j'enfile des vêtements propres, et je vais au bureau. Lasia m'accueille avec un café. Vous avez meilleure mine aujourd'hui, monsieur Ézéchiel. Je me sens mieux, je dis. C'est vrai. Quelque chose a changé la nuit dernière. Je ne sais pas exactement quoi, mais quelque chose a bougé en moi. Je travaille toute la journée, réunions, appels, courriels. La normalité. À 15h30, je pars, et je me rends au cabinet du docteur Ramirez.
Rohan m'attend sur le parking. Prêt, demande-t-il. Prêt, je réponds. Nous entrons ensemble. La réceptionniste nous fait passer. Le docteur Ramirez est une femme d'une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants tirés en arrière, portant des lunettes, avec une expression à la fois bienveillante et professionnelle. Ézéchiel, me salue-t-elle. Merci d'être venu. Nous nous asseyons. Rohan reste dans un coin. Que s'est-il passé exactement, je demande. La doctoresse ouvre son carnet. Comme je vous l'ai dit hier soir, l'un des jumeaux m'a demandé directement si vous étiez son père biologique. Lequel? Je ne peux pas vous le dire. Confidentialité. C'est mon fils, je proteste. Et je respecte votre rôle de père. Mais j'ai aussi des obligations professionnelles envers mes patients mineurs. Je soupire. D'accord. Qu'a-t-il dit d'autre? Il a demandé pourquoi Laetitia pleurait tant. Pourquoi vous n'habitez plus à la maison? Pourquoi tout semble différent? Et que lui avez-vous répondu? Que les adultes ont parfois des problèmes que les enfants ne peuvent pas résoudre. Que le divorce n'est pas de leur faute. Et que vous et Laetitia les aimez tous les deux. L'a-t-il cru? Pas complètement. C'est un garçon intelligent, il sait qu'il y a autre chose. Je me frotte le visage. Que recommandez-vous? La doctoresse se penche en avant. Que vous leur disiez la vérité. Mais progressivement, de manière contrôlée, avec un soutien professionnel à disposition. Et comment on fait ça? D'abord, vous leur expliquez qu'il y a quelque chose d'important qu'ils doivent savoir. Vous les rassurez sur le fait que vous les aimez, que vous les aimerez toujours, et que cela ne changera jamais. Je hoche la tête. Ensuite, vous leur expliquez que les adultes font parfois des erreurs. Que leur mère et leur oncle Francisco ont fait une erreur, il y a de nombreuses années. Si directement? Éventuellement, oui. Mais d'abord, vous devez vous assurer qu'ils comprennent que rien de tout ça n'est de leur faute. Que ça ne change pas qui ils sont, ni l'amour que vous leur portez. Et s'ils me détestent, je pose la question qui me hante depuis 3 mois. Le docteur Ramirez me regarde avec compassion. Ils seront peut-être en colère. Ils seront peut-être confus. Ils ressentiront plein de choses. Mais il est peu probable qu'ils vous détestent. Vous avez été leur point de repère, leur roc, leur papa dans tous les sens du terme. Sauf sur le plan biologique, je lâche, amer. La biologie est surestimée, réplique-t-elle. J'ai vu des pères biologiques abandonner leurs enfants, et j'ai vu des pères adoptifs prêts à donner leur vie pour des enfants qui ne partagent pas leur sang. La paternité est une question d'acte, pas de génétique. Depuis son coin, Rohan hoche la tête. Elle a raison. Quand dois-je leur dire, je demande. Ce week-end, répond la doctoresse. Vous les avez tout le samedi et le dimanche, d'après l'accord de garde. Cela vous donne le temps de parler, d'assimiler, de répondre aux questions. Mon estomac se noue. Je ne sais pas si j'en suis capable. Vous en êtes capable, insiste le docteur Ramirez. Et vous le devez. Car si vous ne le faites pas, ils l'apprendront autrement, et ce sera pire. Elle a raison, je le sais. Est-ce que Laetitia doit être présente? Non, répond-elle immédiatement. Cette conversation doit avoir lieu entre vous et eux. Laetitia pourra leur parler plus tard, séparément. Je prends une grande inspiration. Très bien. Je le ferai ce samedi. La doctoresse sourit. Je serai joignable par téléphone tout le week-end. Si vous avez besoin de soutien, ou s'ils ont besoin de me parler, appelez-moi. Peu importe l'heure. Merci. Je quitte le cabinet, Rohan marche à mes côtés. Tu es sûr de toi, demande-t-il. Non, mais je n'ai pas le choix. Je peux être là avec toi, si tu veux. Non. C'est quelque chose que je dois faire seul. Rohan hoche la tête, il comprend. Nous nous disons au revoir. Je rentre chez moi. L'appartement me semble toujours aussi vide, étranger. Je m'assois, et je m'entraîne à dire ce que je vais dire. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Ça ne sonne jamais bien, ça ne semble jamais être les bons mots. Comment dire à ces enfants qu'ils ne sont pas ces enfants? Comment briser leur monde en morceaux? Le vendredi passe comme un éclair. Des réunions de travail, mais mon esprit est ailleurs.
Sur ce qui m'attend. Sur cette conversation qui va tout changer. Le samedi arrive trop vite. Je conduis jusqu'à la maison, mon ancienne maison. Celle où j'ai vécu pendant 13 ans, où j'ai construit ma famille, où j'ai vécu le plus gros mensonge de ma vie. Je sonne à la porte, et Laetitia ouvre. Elle a une mine épouvantable. Des cernes profonds, les cheveux en bataille, des vêtements froissés. « Salut », dit-elle d'une toute petite voix. « Salut. Les jumeaux sont prêts ? Leurs sacs sont près de la porte. » Je hoche la tête. Les jumeaux arrivent en courant. « Papa !» crient-ils à l'unisson. Ils me serrent dans leurs bras. Mon cœur se brise, et se répare en même temps. « Salut, mes champions », je dis en les serrant fort. « Tu nous as manqué, à tous les deux », dit l'un d'eux. Je n'arrive pas à dire lequel. Ils sont identiques, comme Francisco et moi l'étions. Je prends leur sac à dos, et je les emmène à la voiture. Laetitia nous observe depuis la porte. Il y a tant de douleur dans ses yeux, tant de regrets. Mais il est trop tard pour ça. Nous roulons jusqu'à mon appartement. Les jumeaux n'arrêtent pas de parler, de l'école, de leurs amis, d'un nouveau jeu vidéo. J'écoute. J'absorbe chaque mot, chaque rire, car après aujourd'hui, tout pourrait changer. Nous arrivons, ils montent en courant. « On peut jouer à ta PlayStation ?» demande l'un d'eux. « Bien sûr, mais d'abord, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Tous deux s'arrêtent, et me regardent. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» demande l'autre. « Asseyez-vous. » Ils s'assoient sur le canapé, ensemble, comme toujours. Mon cœur bat si fort que je suis sûr qu'ils peuvent l'entendre. « Les garçons, vous savez que maman et moi sommes divorcés, n'est-ce pas ?» Il hoche la tête. « Et vous savez que, parfois, les adultes font des erreurs ?» Il hoche à nouveau la tête. Ils sont silencieux maintenant. Sérieux. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps, mais je ne savais pas comment m'y prendre. »« Qu'est-ce que c'est, papa ?» demande l'un d'eux, la voix légèrement tremblante. « Vous savez à quel point je vous aime, n'est-ce pas ? Plus que tout au monde. »« On le sait », disent-ils à l'unisson. « Et ça ne changera jamais. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours mes fils, et je serai toujours votre papa. Tu nous fais peur, lâche l'autre. » Je prends une grande inspiration. Il n'y a pas de façon facile de le faire. Il y a quelques mois, j'ai découvert quelque chose. Quelque chose sur vous, sur votre naissance. Tous deux se crispent. Quoi donc ? J'ai découvert que je ne suis pas votre père biologique. Le silence qui suit est absolu, lourd. Les jumeaux me regardent, clignent des yeux, assimilent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Finit par demander l'un d'eux. Ça veut dire que, génétiquement, biologiquement, je ne partage pas le même sang que vous. Mais de toutes les autres façons possibles, je suis votre papa. L'un d'eux se lève. Je ne comprends pas, quand votre maman est tombée enceinte, elle était avec quelqu'un d'autre. Pas moi. L'autre jumeau se lève à son tour. Qui ? La question que je redoutais tant. Votre oncle Francisco. Ils se figent tous les deux. L'oncle Francisco. Qui est mort ? Je hoche la tête. Oui. Le frère de papa était notre papa. La façon dont il le dit, la confusion dans sa voix, cela me brise. Biologiquement, oui. L'un d'eux se met à pleurer. Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit ? Parce que je ne le savais pas. Pas avant il y a 3 mois. Maman et l'oncle Francisco me l'ont caché. L'autre jumeau est en colère. Je peux le lire sur son visage. Maman le savait, tout ce temps ? Oui. Et elle nous a menti ? Oui, ils vous ont menti tous les deux. Et je vous ai menti aussi, sans le savoir. L'un des deux court se réfugier dans sa chambre, celle que je lui ai attribuée ici. Il claque la porte. L'autre reste, me regardant avec des yeux remplis de larmes. Est-ce que tu veux toujours de nous ? Mon cœur se brise complètement. Je m'agenouille devant lui, et je prends ses mains. Je t'aime plus que les mots ne pourront jamais l'exprimer. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ça ne change pas, ça ne changera jamais. Mais nous ne sommes pas tes vrais fils. Si, vous l'êtes. De toutes les manières qui comptent vraiment. Vous l'êtes.
Je vous ai élevé depuis votre naissance, j'étais là à chaque étape, à chaque instant. Le sang ne définit pas la paternité, c'est l'amour qui le fait. Il pleure sur mon épaule, et je le serre très fort, comme si je pouvais le protéger de la douleur que je viens de lui infliger. Après un moment, il se recule et essuie ses larmes. J'ai besoin d'être seul, dit-il. Je hoche la tête. Je serai là, si tu as besoin de moi. Il va dans sa chambre, et ferme la porte. Je reste seul dans le salon, écrasé par le poids de ce que je viens de faire. J'appelle le docteur Ramirez. Elle répond tout de suite. Comment ça s'est passé? Je lui raconte tout. Elle m'écoute en silence. Vous avez bien fait, dit-elle quand j'ai terminé. Je n'en ai pas l'impression. C'est toujours le cas. Mais vous leur avez donné la vérité. Maintenant, ils ont besoin de temps pour l'assimiler. Et s'ils me détestent? Laissez-leur de l'espace. Laissez-leur du temps. Et restez disponible. C'est tout ce que vous pouvez faire. Je raccroche. Les heures passent. Les jumeaux ne sortent pas de leur chambre. Je leur apporte à manger, mais ils laissent la nourriture intacte devant la porte. À 21h, je frappe à la porte de l'un d'eux. Je peux entrer? Un silence. Puis une petite voix, oui. J'entre. Il est allongé sur son lit, fixant le plafond. Je m'assois sur le bord. Tu veux parler? Je ne sais pas quoi dire. C'est normal. Tu n'es pas obligé de savoir. Un silence. Est-ce que l'oncle Francisco savait que nous étions ses fils? Oui, il le savait. Pourquoi ne nous l'a-t-il jamais dit? Parce qu'il avait peur. Peur de détruire la famille, peur de me faire du mal. Est-ce qu'il te manque? La question me prend au dépourvu. Oui. Malgré tout, il me manque. Il était mon frère. Il me manque aussi. Même si maintenant, je ne sais plus vraiment qui il était. Il était ton oncle, et il était aussi ton père. Les deux peuvent être vrais en même temps. Il tourne la tête pour me regarder. Sommes-nous toujours tes fils? Toujours. Jusqu'à mon dernier souffle. Ses yeux s'emplissent de larmes à nouveau. Je t'aime, papa. Ces 3 mots. Ces 3 simples mots veulent tout dire. Je t'aime aussi, plus que tu ne peux l'imaginer. Il finit par s'endormir. Je le borde, et je l'embrasse sur le front. Je vais dans l'autre chambre, et je frappe. Pas de réponse. J'ouvre doucement, il dort, ou fait semblant. Je laisse la porte entr'ouverte, au cas où il aurait besoin de moi. Je ne dors pas de la nuit. Je reste dans le salon, je veille, j'attends. J'essaie d'être le père que j'ai toujours été. Le dimanche se lève, gris. Des nuages bas, une menace de pluie. Je me lève du canapé où j'ai passé la nuit. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Je vérifie les chambres des jumeaux, ils dorment encore. Je vais dans la cuisine, et je prépare des pancakes. Leur petit déjeuner préféré. C'est la seule chose que je peux faire, la seule chose que je sais faire, cuisiner pour eux, prendre soin d'eux, être leur papa. À 9h, l'un d'eux sort. Il a les yeux gonflés, les cheveux ébouriffés. Il s'assoit à table, sans rien dire. Je lui sers des pancakes, du sirop d'érable, du jus d'orange. Il mange en silence. Je mange aussi, ou du moins, j'essaie. La nourriture a le goût du carton. Tu as bien dormi, je demande. Il hausse les épaules. Ça va. C'est un mensonge, je le vois bien, mais je laisse couler. Tu veux parler de quoi que ce soit? Non. Silence. L'autre jumeau sort. Il s'assoit, lui aussi en silence. Je le sers, il mange, et personne ne parle. Le silence est épais, lourd. Après le petit déjeuner, l'un retourne dans sa chambre, l'autre reste. Papa, dit-il enfin. Oui. On ressemble plus à l'oncle Francisco qu'à toi. La remarque me frappe. Oui, vous lui ressemblez beaucoup. C'est pour ça que les gens disaient toujours qu'on était identiques. Vous deux, et nous deux. Ouais. Il hoche la tête, il cogite. Est-ce que ça veut dire que nous sommes aussi de vrais jumeaux identiques? Parce que l'oncle Francisco et toi, vous l'étiez?
Non. Vous êtes jumeaux parce que vous êtes nés ensemble. La génétique, c'est plus compliqué que ça. Oh. Encore un silence. Papa, est-ce que maman t'aimait? La question me désarme. Je crois que oui, à sa façon. Mais elle a commis une terrible erreur. Plusieurs terribles erreurs. Tu lui pardonnes? Je ne sais pas encore. J'y travaille. Devrions-nous lui pardonner? C'est à vous de décider. Personne ne peut vous dire ce que vous devez ressentir. Vos émotions sont valides, toutes vos émotions. Il hoche de nouveau la tête, et se lève. Je vais jouer aux jeux vidéo. D'accord. Il part, et je reste seul dans la cuisine. Je nettoie la vaisselle. Je lave, je sèche, je range. Des gestes mécaniques, familiers, pour garder les pieds sur terre. En milieu de matinée, mon téléphone sonne. C'est Laetitia. Comment vont-ils, demande-t-elle, sans même me saluer. Ils assimilent. Tu leur as dit? Oui. J'entends sa respiration saccadée. Ils me détestent. Je ne sais pas, ils n'ont pas beaucoup parlé. Ézéchiel, je. Pas maintenant, Laetitia. Je raccroche. Je ne peux pas gérer ça avec elle en ce moment. Je dois me concentrer sur les jumeaux, uniquement sur eux. Le reste de la journée passe lentement. Les jumeaux jouent aux jeux vidéo, moi, je travaille sur mon ordinateur portable. Nous sommes ensemble, mais séparés. Chacun dans son propre monde. L'après-midi, je frappe à la porte de l'un d'eux. Vous voulez aller au parc? Ils sortent tous les deux, et me regardent. Au parc? Oui. Il fait beau maintenant. On peut aller jouer au foot. Ils se regardent, échangeant cette communication silencieuse que seuls les jumeaux possèdent. D'accord, dit l'un. Nous allons au parc, le même parc où nous avions l'habitude de jouer quand ils étaient petits. Les balançoires sont toujours là, le toboggan, le terrain de foot. Nous sortons le ballon et nous jouons. Au début, c'est forcé, maladroit. Mais peu à peu, ils se détendent. Ils se mettent à rire, à crier, à être des enfants, tout simplement. Je les observe. Leur façon de courir, leur façon de bouger. Oui, ils ressemblent à Francisco, mais il y a aussi un peu de moi en eux. Dans leur façon d'être, dans leur rire, dans leur gentillesse. Parce que c'est moi qui les ai façonnés. Je les ai élevés, je leur ai inculqué des valeurs. Ça compte aussi. Après 1 heure, nous nous asseyons sur l'herbe, le souffle court, en sueur. Papa, dit l'un d'eux. Oui. On peut te poser une question? Tout ce que tu veux. Il se regarde à nouveau. Est-ce que tu vas arrêter d'être notre papa? Mon cœur se serre. Jamais. Pas dans 1 million d'années. Mais légalement, commence l'autre. Légalement, je suis toujours votre père. La juge l'a établi. Mais même si je ne l'étais pas, même si la loi disait le contraire, je serai toujours votre papa. Parce que la paternité, ce n'est pas un bout de papier. C'est un choix. Et je vous choisis, chaque jour, pour toujours. Les yeux de l'un des deux se remplissent de larmes. Même si on n'est pas vraiment à toi. Vous êtes vraiment à moi. De toutes les manières qui comptent, vous êtes à moi. C'est l'autre qui prend la parole. C'est Miguel, mon frère. C'est lui qui a entendu maman cette nuit-là. C'est pour ça qu'il a posé la question à la doctoresse. Et voilà, je sais enfin lequel a entendu, Miguel. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as su, je demande à l'autre, Matteo. J'étais très en colère. Contre maman, contre l'oncle Francisco. Et un peu contre toi, aussi. Contre moi. Pour ne pas l'avoir su, pour ne pas nous avoir protégés de tout ça. C'est irrationnel, mais... Je comprends. Et je suis désolé. J'aurais aimé le savoir, j'aurais aimé vous épargner cette douleur. Mais ce n'est pas de ta faute, dit Miguel. Non, mais je suis l'adulte. Je suis censé vous protéger. Tu nous as protégés, affirme Matteo. Toute notre vie. Tu nous as tout donné. Nous nous prenons dans les bras, tous les trois, au beau milieu du parc. Je me fiche de qui nous regarde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demande Miguel. Maintenant, on avance ensemble.
comme une famille, parce que c'est ce que nous sommes. Même si tout est différent, demande Matteo. Les meilleures familles ne sont pas celles qui partagent le même sang. Ce sont celles qui se choisissent mutuellement. Et moi, je vous choisis. Est-ce que vous me choisissez? Ils hochent tous les deux la tête. Toujours, disent-ils à l'unisson. Nous rentrons à l'appartement. Ce soir-là, nous dînons ensemble. De la pizza, leur plat préféré. Nous parlons de tout, de rien, de l'école, de leurs amis, de choses normales. Et doucement, très doucement, quelque chose s'apaise. Ce n'est pas encore bon, ce n'est pas parfait, mais c'est un début. À 20h, il est temps de les ramener chez Laetitia. Ils n'ont pas envie d'y aller, je le vois bien. On peut rester ici, demande Miguel. Maman vous attend. On n'a pas envie de la voir, dit Matteo. Je sais. Mais c'est votre mère, et malgré tout, elle vous aime. Elle nous a menti, proteste Miguel. Oui, elle a fait une terrible erreur. Mais elle reste votre maman, et vous devez lui parler, à elle aussi. Le trajet se fait en silence. Nous arrivons à la maison. Laetitia nous attend sur le pas de la porte. Elle a l'air anxieuse, effrayée. Les jumeaux sortent lentement de la voiture. Laetitia s'approche. Mes bébés, dit-elle, la voix brisée. On n'est pas des bébés, rétorque Matteo, la voix dure. Je sais. Je suis désolé. Pourquoi tu nous as menti, demande Miguel. Laetitia se met à pleurer. Parce que j'avais peur. Peur de vous perdre. Peur que vous me détestiez. Eh bien, c'est réussi, lâche Matteo. Il entre dans la maison, suivi par Miguel. Laetitia reste plantée là, en pleurs. Elle me regarde. Qu'est-ce que je dois faire? Tu leur donnes du temps. Tu leur laisses de l'espace. Et quand ils seront prêts à parler, tu les écouteras. Tu ne te justifies pas, tu écoutes, c'est tout. Est-ce qu'ils me pardonneront un jour? Je ne sais pas, Laetitia. Ça dépendra d'eux. Et de toi, si tu changes vraiment. Elle essuie ses larmes. Merci de ne pas les avoir montées contre moi. Je ne ferai jamais ça. Ce sont mes fils. Ta douleur ne devrait pas être la leur. Elle hoche la tête, et rentre dans la maison. Je reste dans ma voiture, épuisé, vidé émotionnellement et physiquement. Mais aussi soulagé. Le pire est passé. Je leur ai dit la vérité, et ils ne m'ont pas rejeté. Ils m'appellent toujours papa. Ils veulent toujours de moi. C'est plus que ce que j'aurais osé espérer. Je conduis jusqu'à mon appartement, j'entre, et le silence ne me semble plus aussi lourd. Je m'assois, je prends mon téléphone. Il y a un message de Rohan. Comment ça s'est passé? Je lui réponds, difficile, mais bien. Les jumeaux savent, et ils veulent toujours de moi. Je le savais. T'es leur papa. Je souris. C'est mon premier sourire sincère depuis des mois. Il y a un autre message, d'Elena. Francisco serait fier de toi. Je ne sais pas quoi en penser. Une part de moi a envie d'être en colère, mais une autre part, bien plus grande, ne ressent que de la tristesse. Francisco a fait des erreurs, de terribles erreurs. Mais au bout du compte, il avait raison sur une chose, la paternité n'est pas une question de sang, c'est une question de présence. Et moi, j'ai été présent. Je m'endors cette nuit-là avec un sentiment que je n'ai pas éprouvé depuis 3 mois. La paix. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas total, mais c'est déjà ça. Les jours suivants sont difficiles. Les jumeaux sont distants avec Laetitia, ils passent plus de temps avec moi. Ils posent davantage de questions sur Francisco. Comment il était, pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Je réponds du mieux que je peux. Honnêtement, sans édulcorer la réalité, mais sans pour autant détruire sa mémoire. Parce que, malgré tout, Francisco était leur père biologique, et il mérite qu'on se souvienne de lui comme d'un être humain à part entière, avec ses qualités et ses défauts. La thérapeute nous aide. Séance individuelle, séance de groupe. Doucement, très doucement, nous commençons à guérir. Nous n'oublions pas. Nous n'oublierons jamais. Mais nous apprenons à vivre avec la vérité. 3 semaines plus tard, Miguel me pose une question. Papa, on peut aller voir la tombe de l'oncle Francisco?
Je suis surpris. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai besoin de lui dire quelque chose. Quoi donc? Je ne sais pas encore, mais je sens que je dois y être. Matteo hoche la tête. Moi aussi. D'accord, on peut y aller ce samedi. Le samedi, nous arrivons au cimetière. Il fait grand soleil. Ironique. Nous marchons jusqu'à la tombe de Francisco, et les jumeaux se tiennent devant, en silence. Au bout d'un moment, Miguel prend la parole. Salut, papa. Le mot sonne bizarrement dans sa bouche. Je ne sais pas si je devrais t'appeler comme ça. Je ne sais pas ce que je ressens pour toi. Mais je veux que tu saches que je suis en colère. En colère parce que tu nous as menti, en colère parce que tu es mort avant d'avoir pu t'expliquer. Matteo enchaîne. Mais je veux aussi te dire merci. Parce que sans toi, on n'existerait pas. Et malgré tout le mal, c'est bien d'être en vie. Ils pleurent tous les deux. Je me tiens derrière eux. Un soutien, présent, comme toujours. Un peu plus tard, nous repartons dans la voiture. Miguel demande, tu crois que l'oncle Francisco peut nous entendre? Je n'en sais rien, mais je l'espère. Les mois passent. L'automne laisse place à l'hiver, les feuilles tombent, le froid s'installe. Et doucement, très doucement, nous trouvons une nouvelle normalité. Les jumeaux passent plus de temps avec moi, non pas parce que la juge leur donne, mais parce qu'ils le veulent. Ils choisissent d'être avec moi. Et ce choix compte bien plus que n'importe quel lien du sang. Laetitia et moi apprenons à coexister. Pas en tant qu'époux, ni même en tant qu'amis, mais en tant que parents. Parce qu'au final, c'est la seule chose qui compte, les jumeaux. Un jour, 5 mois après l'audience, je reçois un appel du collège. C'est le directeur. Monsieur Ézéchiel, j'ai besoin que vous veniez. Il y a eu un incident avec Miguel. Mon cœur s'emballe. Que s'est-il passé? Il va bien? Physiquement, il va bien, mais il a frappé un autre élève. Nous devons en parler. J'arrive. 20 minutes plus tard, Miguel est assis dans le bureau du directeur. Il a la lèvre fendue, et une jointure en sang. Que s'est-il passé, je demande, en m'asseyant à côté de lui. Ce gars a dit un truc, marmonne Miguel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Que tu n'étais pas mon vrai père. Et que ma mère était une. Il s'arrête. Alors, je l'ai frappé. Le directeur intervient. Nous avons une politique de tolérance zéro envers la violence. Je comprends, je dis. Mais vous devez saisir le contexte. Je lui explique tout. Le divorce, la paternité, la complexité de la situation. Le directeur écoute, et son visage s'adoucit. Je conçois que la situation soit difficile, mais Miguel doit apprendre à gérer ses émotions autrement. Je sais, et il le fera. N'est-ce pas, Miguel? Miguel hoche la tête. Je suis désolé. Il sera suspendu pendant 3 jours, annonce le directeur. Mais vu les circonstances, ce ne sera pas une marque permanente sur son dossier. Merci. Je ramène Miguel à la maison. Dans la voiture, je lui demande, comment ce garçon était-il au courant pour nous? C'est sa mère. Je crois que maman en a parlé à quelqu'un. Et les rumeurs se sont propagées. Je soupire. Les gens parlent, ils le feront toujours. Mais tu ne peux pas frapper chaque personne qui dit quelque chose. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu leur montres qu'ils ont tort. Je suis ton papa, de toutes les manières qui comptent. Et personne ne peut t'enlever ça avec des mots. Miguel s'essuie les yeux. Ça ne te dérange pas que les gens le sachent? Ça me dérange qu'ils te fassent du mal. Mais la vérité est ce qu'elle est, on ne peut pas la cacher indéfiniment. Je déteste que les gens nous regardent différemment, maintenant. Je sais. Mais les personnes qui comptent vraiment, celles qui te connaissent vraiment, ne te regardent pas différemment. Elles te voient, toi. Miguel, mon fils. Ce soir-là, je parle à Laetitia au téléphone. Tu dois faire plus attention à ceux avec qui tu partages des informations. Ce n'était pas mon intention. Ton intention n'a pas d'importance. Miguel s'est fait agresser verbalement à l'école aujourd'hui, parce que quelqu'un connaissait des détails privés sur notre famille. Un silence. Je suis désolé. Les enfants paient pour nos erreurs. Laetitia.
pour tes erreurs, pour celles de Francisco, pour mon ignorance. Il ne mérite pas ça. Je sais. Qu'est-ce que je peux faire? Sois plus discrète. Protège-les. C'est bien la moindre des choses. Je raccroche. Je suis fatigué. Fatigué de nettoyer les dégâts que les autres ont causés. Mais c'est mon rôle, désormais, de protéger ces garçons. Quoi qu'il en coûte. Les semaines passent. Miguel retourne à l'école, la tête haute. Matteo aussi. Ils affrontent les commérages, les murmures, les regards insistants. Et moi, je suis toujours là, à chaque match de foot, à chaque réunion scolaire, à chaque moment important, pour être leur père. Un jour, 6 mois après tout cela, Matteo me pose une question. Papa, tu regrettes parfois de nous avoir élevés? La question me désarme totalement. Quoi? Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu as beaucoup perdu. Ta femme t'a trompé, ton frère t'a trahi, et on n'est même pas tes vrais fils. Je m'agenouille devant lui, et je prends ses mains. Écoute-moi bien. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Chaque sacrifice en valait la peine, chaque nuit blanche, chaque inquiétude. Parce que je vous ai. Vraiment? Vraiment. Si je pouvais revenir en arrière, en sachant tout ce que je sais maintenant, je referais exactement la même chose. Parce qu'au bout du chemin, il y a vous. Et vous valez plus que tout. Il pleure. Je le serre dans mes bras. Et à cet instant, je sais que j'ai pris les bonnes décisions. Toutes les décisions. Le premier anniversaire de l'audience arrive. 1 an que la vérité a éclaté. Les jumeaux ont 14 ans maintenant, ils sont plus grands, plus matures, plus conscients. Nous décidons de faire quelque chose de spécial. Je les emmène en voyage, juste nous 3, à la plage où nous avions l'habitude d'aller quand ils étaient petits. Nous construisons des châteaux de sable, comme avant. Nous jouons dans l'eau. Et nous rions. Pour la première fois depuis 1 an, nous rions sans poids, sans douleur, juste par pure joie. Un soir, assis devant un feu sur la plage, Miguel prend la parole. Papa, on veut te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Matteo enchaîne. On a parlé à maman. On lui a dit que, quand on aura 18 ans, on veut vivre avec toi, définitivement. Mon cœur s'arrête. Vraiment? Vraiment, dit Miguel. Ce n'est pas qu'on n'aime pas maman. Mais toi, tu as toujours été là. Tu nous as toujours choisis. Et nous, on te choisit, toi. Je suis incapable de parler, les larmes coulent sans que je puisse m'en empêcher. Vous n'avez pas besoin de décider ça maintenant, je parviens à dire. On l'a déjà décidé, réplique Matteo. Il y a des mois de ça. On attendait juste le bon moment pour te le dire. Je les serre fort contre moi, comme si je pouvais les fondre en moi. Je vous aime. Je vous aime tellement. On t'aime aussi, papa. Nous restons là, sous les étoiles, comme une famille. Non pas par le sang, mais par choix, par amour, et par présence. 2 semaines plus tard, je reçois un autre appel. Cette fois, c'est un avocat différent. Monsieur Ézéchiel, je représente la famille de Francisco, plus précisément sa mère, la grand-mère des jumeaux. Que veut-elle? Elle veut rencontrer ses petits-enfants. Elle ignorait leur existence jusqu'à ce que l'affaire soit rendue publique. Maintenant, elle souhaite faire partie de leur vie. Mon premier instinct est de dire non, pour protéger les jumeaux de complications supplémentaires. Mais ensuite, je réfléchis. Elle a perdu son fils. Francisco était son bébé, et maintenant, elle découvre qu'elle a des petits-enfants qu'elle n'a jamais connus. Laissez-moi en parler aux jumeaux, dis-je. S'ils veulent la rencontrer, j'organiserai quelque chose. Ce soir-là, je parle à Miguel et Matteo. La mère de Francisco veut vous rencontrer. Ils se regardent. Notre autre grand-mère, demande Miguel. Techniquement, oui. Elle est comment, demande Matteo. C'est une bonne personne. Gentille. Elle a beaucoup perdu quand Francisco est mort, et maintenant, elle connaît votre existence. Tu veux qu'on la rencontre, demande Miguel. Je veux ce que vous voulez. C'est votre décision. Ils discutent entre eux, avec cette communication silencieuse qui leur est propre. D'accord, dit Matteo.
On peut la rencontrer. Une semaine plus tard, nous nous retrouvons dans un café. La mère de Francisco est là. Elle ressemble à une version féminine et plus âgée de lui, et de moi aussi. La génétique. En voyant les jumeaux, elle se met à pleurer. Ils sont le portrait craché de Francisco quand il était petit, dit-elle, la voix brisée. Les jumeaux sont mal à l'aise, ils ne savent pas quoi dire. Je suis votre grand-mère Inès, dit-elle en s'asseyant. Je sais que c'est étrange, mais je veux que vous sachiez que vous avez de la famille, que vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul, répond Miguel. On a papa. Elle me regarde, et je lis de la gratitude dans ses yeux. Je sais. Et je suis reconnaissante qu'Ézéchiel soit l'homme qu'il est, parce qu'il a élevé mes petits-enfants avec amour, alors qu'il ne savait même pas qu'ils étaient de mon fils. La conversation est difficile, maladroite, mais c'est un début. À la fin, Inès demande si elle peut les voir de temps en temps. Les jumeaux me regardent. C'est à vous de voir, dis-je. D'accord, accepte Matteo. Mais pas trop au début. Ce que vous serez prêt à m'accorder, dit Inès, ce sera déjà plus que ce que j'espérais. Nous quittons le café. Dans la voiture, Miguel demande, on a bien fait? Vous avez fait ce qui vous semblait juste. Ça, c'est toujours bien. Ça ne te dérange pas qu'on veuille connaître la famille de Francisco? Non. Il était votre père biologique, vous avez le droit de connaître cette part de vous. Ça ne me menace pas, car je sais qui je suis pour vous. Notre papa, disent-ils à l'unisson. Exactement. Cela fait maintenant 14 mois que cette audience a eu lieu. Depuis que la vérité a éclaté, depuis que nos vies ont changé à jamais. Les gens me demandent comment j'ai surmonté ça, comment ça ne m'a pas détruit. La vérité, c'est que ça m'a détruit pendant un temps, mais ça m'a aussi reconstruit. Ça m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est un choix. C'est un engagement. C'est de l'amour. Les jumeaux vont bien aujourd'hui. Mieux que bien. Ils suivent une thérapie régulière, ils parlent de leurs émotions. Ils ont une relation avec les deux familles. Et surtout, ils savent qu'ils sont aimés inconditionnellement. Laetitia et moi sommes cordiaux à présent, presque amis. Elle a fait la paix avec sa culpabilité, et elle s'efforce de s'améliorer. Pas pour moi, pour les jumeaux. Le fonds en fiducie que j'ai créé fructifie avec les intérêts. D'ici leurs 25 ans, ils auront plus de 600 000 euros. Leur éducation est assurée, leur avenir aussi. Et je suis toujours leur papa. Non pas par la biologie, non pas par la loi, mais parce qu'ils me choisissent chaque jour, et que je les choisis. S'il y a une leçon dans tout ça, une leçon que j'ai apprise à mes dépens, c'est que la paternité n'est pas une question de qui t'a donné ses gènes. C'est une question de savoir qui est là, à 3 heures du matin, quand tu fais des cauchemars. Qui t'apprend à faire du vélo. Qui célèbre tes victoires, et te réconforte dans tes défaites. C'est une question de présence. Toujours. Inconditionnellement. Et ça, aucun test ADN ne peut le mesurer, aucun document légal ne peut le définir. C'est quelque chose que seul le cœur connaît. Je regarde les jumeaux aujourd'hui, âgés de 14 ans, presque des hommes. Je vois tant de potentiel, tant de gentillesse, tant d'amour. Ils n'ont peut-être pas mon sang, mais ils ont mon cœur. Et ça, c'est plus qu'assez. Hier, l'un d'eux m'a demandé quelque chose, « Papa, quand on sera grand et qu'on aura nos propres enfants, comment on leur expliquera toute cette histoire ?» J'ai souri. Vous leur direz que les familles existent sous toutes les formes et toutes les tailles. Que l'amour est plus fort que la génétique. Et que leur grand-père, c'est-à-dire moi, vous a aimé dès le premier instant, envers et contre tout. Et s'ils posent des questions sur Francisco, vous leur direz la vérité. Que Francisco était votre père biologique, qu'il a fait des erreurs, mais qu'il vous a aussi donné la vie. Et que ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Ils ont hoché la tête, satisfaits. Parce qu'au bout du compte, c'est tout ce qu'on peut faire, dire la vérité, vivre avec amour, et choisir sa famille, chaque jour. Si quelqu'un m'écoute, et traverse une épreuve similaire, je veux que vous sachiez une chose. Peu importe ce que dit le papier, peu importe ce que dit le sang. Si vous êtes là, si vous les aimez, si vous les choisissez chaque jour, vous êtes leur père, ou vous êtes leur mère. Vous êtes une famille, et personne ne peut vous enlever ça. Les 3 mots que la juge a prononcés ce jour-là, ces mots qui ont tout changé, étaient simples,
mais puissant, l'affaire est close. Mais, en vérité, rien ne s'est clos ce jour-là. Tout s'est ouvert. La possibilité de guérir, de se reconstruire, et de redéfinir ce que signifie être une famille. Et aujourd'hui, 14 mois plus tard, je peux dire avec certitude que cela valait chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de douleur. Parce que j'ai 2 fils extraordinaires qui m'appellent papa, qui me choisissent, qui m'aiment. Et je les aime au-delà du sang, au-delà de la loi, au-delà de tout. Parce que c'est ça, le rôle d'un vrai père, aimer inconditionnellement, sans limite, et pour toujours.